C'est grave, docteur? Non, parce que ceux dont je vais vous parler là, ils vont pas bien. Ils ne vont pas bien du tout même. Certains considèrent même qu'ils sont mourants. Ouais, on en est là. Je vous parle de deux géants de l'automobile. L'un est constructeur, l'autre est organisateur de courses. Ouais. Et ces deux-là, vraiment, ne vont pas bien. D'un côté Jaguar, de l'autre côté l'ACO et les 24 heures du Mans. Nous sommes dans les années 80 et vraiment, ils vont pas bien du tout. Mais comme vous pouvez vous en douter, ils vont s'en remettre. Tous les deux. L'un avec l'aide de l'autre, l'autre avec l'aide de l'un. L'histoire du jour, c'est donc celle de deux mourants qui refusent de mourir. Oui, en ce début des années 80, l'ACO va vraiment très mal, les 24 heures du Mans vont vraiment très mal. On ne sait même pas en 1985 si on va vraiment pouvoir sauver les 24 heures. Oui, clairement, on en est là. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation? Eh bien, tout d'abord, il y a le relatif échec du groupe C. Très relatif. Et je m'explique. Oui, les plateaux sont fournis, oui, les voitures sont jolies, joliment décorées, oui, vraiment, tout ça, c'est bien. Sauf que si tu veux gagner, grosso modo, il te faut une Porsche et rien d'autre, ou presque. Dès leur arrivée en groupe C en 1982, les Porsche 956 ont dominé la concurrence, très clairement. Oui, mais au Mans, par exemple, il n'y en avait que 3, les 3 voitures d'usine. À partir de 1983, chez Porsche, on s'est dit on va faire un peu de business et on va mettre cette voiture à la vente. Oui. Du coup, les clients habituels de la marque allemande ont acheté des 956 privés. Ce qui fait que les concurrents se sont retrouvés non seulement avec les 956 de l'usine à battre, mais aussi les 956 quasiment aussi bien armés des équipes majeures telles que Kremer, Joest, etc. Du beau linge. Alors, le groupe C était très bien parti, notamment avec la présence de Ford face à Porsche. Ouais, l'usine Ford qui était revenue au Mans. Sauf que ça n'a pas duré, hein. Une saison et s'en va. Adieu la C100, on file vers les rallyes, on laisse l'endurance en plan. Après avoir joué avec les limites du règlement pendant une saison en créant une groupe 6 là où tout le monde créait des groupes C, oui, je parle de Lancia et de l'année 1982, Lancia donc décide effectivement en 1983 de passer en groupe C, cette fois-ci avec la LC2, une véritable groupe C avec un moteur d'origine Ferrari. Très bien. Sauf que, ouais, les 956, c'est quand même pas facile de lutter contre elles. Et notamment au Mans, par exemple, en 83, les Lancia LC2 n'ont absolument pas existé. Les privés se sont lancés très nombreux dès les débuts du groupe C. Par exemple avec Jean Rondeau, par exemple avec Sauber, par exemple avec la Grid, enfin, il y a plein d'exemples. Mais face au Porsche 956, ils n'avaient qu'un V8 Cosworth à leur opposer. Alors, le V8 Cosworth, c'est un vrai moteur de course, mais il n'était pas vraiment fait pour l'endurance. Il vibrait comme un sonneur, il détruisait tout ce qu'il y avait autour de lui dans l'environnement moteur, et forcément, c'était pas terrible pour faire de l'endurance. Ce moteur a mis à mal les espoirs de tous ceux qui l'ont essayé, surtout dans sa version 3,9 litres qui était la seule à pouvoir espérer un tantinet lutter contre les Porsche. Il a notamment détruit les espoirs de Jean Rondeau en 1983, mettant quasiment un terme définitif à l'aventure du constructeur français. Tous ces privés espéraient pouvoir disposer rapidement du moteur turbo développé par Ford. Oui, sauf que Ford s'est retiré, du coup Cosworth a arrêté les études de ce moteur turbo. Terminé l'histoire. Bref, le groupe C qui était si bien parti se retrouve d'un seul coup avec une majorité immense de Porsche 956 au départ et des Lancia qui sur les courses courtes parviennent à lutter quand même tant bien que mal, mais la plupart du temps, les victoires vont dans le camp allemand. Ce qui fait que pour un spectateur qui vient sur une course d'endurance, la question qu'il se pose, c'est plus de savoir quel Porsche va gagner plutôt que de savoir quelle marque va gagner. Et ça, forcément, ça lasse un petit peu. Bref, cet équilibre, ou plutôt ce déséquilibre des forces, nuit à la qualité du spectacle, nuit à la qualité des courses, et la fréquentation des épreuves, et notamment des 24 heures, elle est en chute libre. Et c'est le comptable de l'ACO qui fait grise mine.
D'autant que cette trop grande domination de Porsche intervient à la sortie d'une époque, les 70s, où l'endurance a quand même très mal vécu, notamment par la faute de décisions des fédérations qui vraiment n'étaient pas les meilleures qui soient. Parce que les années 70, laissez-moi vous dire que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, hein, loin de là. On commence par la décision au tout début des années 70 de la fédération de tuer les Porsche 917 et les Ferrari 512. Rien que ça, ouais. On les met au placard, ces monstres magnifiques. Ils vont trop vite, vous comprenez, c'est effrayant. Du coup, place au proto 3 litres, mais quand même, l'affiche en prend un coup. Sauf qu'en 73, Ferrari et Matra décident de s'affronter, ça fait une super saison, les affluences remontent un peu, c'est cool. Ah oui, mais Ferrari a compris, c'est dur de battre Matra qui se consacre uniquement à l'endurance, donc Ferrari s'en va. Eh oui, on replonge. Et ajoutez à ça une année 75 particulièrement catastrophique. Et pourquoi cette édition 1975 a-t-elle été si marquante, si catastrophique? Eh bien tout simplement parce qu'elle a été marquée par la limitation de la consommation d'essence. Et pourquoi a-t-on décidé de limiter cette consommation d'essence? Eh bien parce que dans les stations-service de France et de Navarre, on est souvent à sec. Oui, la guerre du Kippour a déstabilisé le marché du pétrole et du coup les pays producteurs serrent la vis et on se retrouve en rade. À tel point que le sport automobile a été pendant quelque temps interdit en France. Oui, pour épargner ceux qui ont besoin de pétrole dans leurs déplacements quotidiens. Donc en 75, il faut se montrer vertueux, il faut peu consommer. Bon, en plus, il se trouve que Matra a décidé de quitter l'endurance, oui, après avoir perdu Ferrari, on perd Matra, donc il n'y a vraiment rien qui va. Et vu qu'on a perdu Matra et CV12 bien gourmands, on peut se permettre de limiter fortement la consommation d'essence. Fortement. Très fortement. On limite tellement la consommation d'essence que le V8 Cosworth de la Ford Mirage qui va gagner l'épreuve devait se contenter de développer 375 chevaux. En F1, au même moment, il en développait 500. Ouais, quand même. On n'a pas fait semblant, hein. Sauf que, absence de Matra, limitation de la consommation, donc on suppose qu'on va limiter aussi la qualité du spectacle, et bien tout cela fait que peu de concurrents ont décidé de se joindre à la fête, et peu de public a décidé de faire le déplacement. Alors, il est difficile d'avoir des chiffres très précis sur l'édition 1975, mais de sources françaises, on parle de seulement 120 000 spectateurs. De sources anglaises, on parle de 80 000 spectateurs. 80 000 spectateurs seulement. Il n'y avait pas la queue pour les pissotières, c'est moi qui vous le dis. Ouais, bon, ok, il n'y avait quasiment pas de pissotières à l'époque. Ouais, il n'y en avait pas. 80 000 spectateurs, là, autant vous le dire, c'est le comptable de la CO qui fait grise mine. Vraiment. Alors tiens, encore une décision tout à fait ubuesque. Au cœur des années 70, la fédération décide de réserver le championnat du monde d'endurance au groupe 5. Excite les groupes 6. Oui, décidément, on tombe de plus en plus au niveau performance. Bon, il faut dire qu'en groupe 6, comme je vous l'ai dit, il n'y a plus beaucoup d'usines, il n'y a plus Ferrari, il n'y a plus Matra, il reste que Gulf, Mirage et Alfa Romeo, grosso modo, en tête d'affiche, et puis des vieilles Porsche 908. Mais vraiment, il n'y a plus grand monde. Alors du coup, on décide de réserver le championnat du monde au groupe 5. Et en groupe 5, on trouve qui, avant tout? Porsche. En fait, c'est un peu Porsche contre Porsche. Ouais. Certes, BMW, Ford viendront un peu jouer, et puis plus tard, Ferrari et Lancia, mais jamais avec des efforts à la hauteur de ceux de Porsche, qui fait que le championnat du monde groupe 5, c'est pas terrible, ça décolle pas. Le Mans est sauvé par la présence de Renault à partir de 1976 et Porsche qui décide d'affronter Renault en groupe 6 en lançant la 936. Donc on se retrouve avec un duel entre la 936 et la 442 qui va marquer 3 éditions consécutives et qui va faire remonter l'affluence, pas au niveau de Matra Ferrari, mais qui la fait remonter quand même. Le comptable de la CO fait moins grise mine, mais ça va se gâter.
Parce qu'après sa victoire en 1978, Renault se barre ailleurs. Concentration sur la F1 où il faut aller gagner. Et donc en 1979 au Mans, il n'y a vraiment plus grand monde en groupe 6. Enfin bon, à la toute dernière minute, il y a Porsche qui s'est dit en ressortant les 936 du placard, on peut se faire une victoire facile. En plus, on a le soutien d'Essex. Allez, on y va. Ouais, sauf que les voitures sont pas vraiment prêtes, on n'a pas résolu les problèmes apparus en 78, et du coup, c'est pas les 936 qui vont gagner. Face à elles, on trouve les anciennes Mirage Ford qui sont redevenues des Mirage Ford après avoir été des Mirage Renault, mais c'est plus vraiment des voitures très neuves, elles vont être accablées d'ennui, ça va être très compliqué pour elles. Rondo ne va pas non plus réellement briller cette année-là, ce qui fait que qui est à l'arrivée, qui remporte les 24 heures du Mans? Une Porsche 935, une groupe 5. La Fédé est contente, elle est arrivée à son but, ça prouve les bienfaits du groupe 5. Porsche est content parce que enfin un dérivé de 911 a gagné les 24 heures du Mans, mais tout cela se fait sur un rythme de moins en moins élevé. En 1980, quelque part, la chute du plateau continue parce qu'on se retrouve avec un duel Porsche-Just contre Rondo, mais aucun des deux n'est une usine. Alors certes, la victoire de Jean Rondo va drainer en fin de course un public nombreux, mais malgré tout, la fréquentation, elle n'est pas au top. Et le comptable de la CO fait à nouveau grise mine. Et le comptable de la CO, il a quelques raisons supplémentaires de craindre pour l'avenir. Parce qu'avec les années 70, on est entré dans la période de la sécurité. Les pilotes en ont quelque peu assez d'enterrer des copains à eux tous les week-ends de course. Donc ils ont décidé qu'il était temps de faire quelque chose pour leur sécurité sur les circuits. Et les organisateurs sont quelque peu réfractaires à ces améliorations qu'on leur demande. Parce que bon, ça les oblige à piocher dans leur caisse pour rajouter des éléments de sécurité, comme des rails tout le long d'un circuit, par exemple. Ça coûte cher, et ils aiment pas quand ça coûte cher. Mais cette fois-ci, il n'y a plus le choix. Chaque année, il faut faire de gros travaux sur les circuits pour les amener au niveau de sécurité exigé par la FISA de Jean-Marie Balestre, ce grand démocrate. Alors certes, Jean-Marie Balestre, la démocratie, c'était pas trop son truc, on est bien d'accord, mais sur le sujet de la sécurité, malgré tout, souvent, il avait raison. Bon, il n'y mettait pas les formes, on est bien d'accord, il avait sa façon à lui de faire les choses, pas super sympa, pour être clair. Mais sur le fond, rien à redire. Donc, il faut investir. Chaque hiver, il faut modifier le circuit Manceau pour l'amener au niveau des standards exigés. Sauf que ce qui est facile à faire, entre guillemets, sur un circuit qui mesure 4, 5, 6 km, sur un circuit qui en développe 13, et dont plus de la moitié, le reste de l'année, est constitué de routes départementales ou nationales, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça coûte beaucoup plus cher. Tous les grands circuits ont disparu au cours des années 70. La Nordschleife a perdu la Formule 1. Spa s'est transformé d'un circuit de 14 km hyper rapide en un tracé de 7 km, toujours assez rapide, mais bien moins et beaucoup plus sûr. Interlagos a réduit sa longueur de 8 km à 4. Rien que ça. Zellweg vit sur ses 6 km mais n'en a plus pour très longtemps. Partout, on ajoute des chicanes pour limiter la vitesse. Et les circuits mythiques que sont Monza et Silverstone, circuits où on atteignait les plus hautes vitesses de la saison de F1, n'y échappent pas. Eux aussi, ils sont tronçonnés. Et Le Mans, Le Mans fait comme tout le monde, il n'y échappe pas. Et par exemple, en 1983, on fait de gros travaux devant les stands. On va notamment tronquer une grande bande de gradins des populaires devant les stands pour les transformer en voies de sécurité. Et tous ces travaux, année après année, ils coûtent cher. Et le comptable de la CO, il aime pas. Parce que ces travaux, ils ont coûté 12 millions de francs. Or, les rentrées d'argent se font rares. Donc de tels investissements pèsent lourdement sur le club sartois. Depuis quelques années déjà, le président de la CO, Raymond Gouloumès, appelle à l'aide. Il supplie les autorités locales de l'aider à entretenir son circuit. Parce que ces collectivités locales, elles sont bien contentes de trouver les 24 heures pour renflouer leur propre caisse. Oui, parce que les 24 heures, ça génère des rentrées d'argent, ça fait vivre beaucoup de monde, à commencer par les hôteliers, à commencer par les restaurateurs, même les riverains, les campings, tous ces gens bénéficient des 24 heures du Mans. Un exemple, en 1984, le jour des 24 heures du Mans se déroule à Nantes,
un certain France-Belgique où les Bleus de Platini vont pulvériser les Diables Rouges 5-0. C'était sympa, hein, j'ai vu le match, c'était sympa. Oui, eh bien, si ce jour-là, vous vouliez vous trouver une chambre d'hôtel entre Le Mans et Nantes, impossible. Il n'y en avait aucune de dispo. Ben oui, tout ça à cause des 24 heures, bien sûr, du match à Nantes aussi, mais oui, il n'y avait aucune chambre de disponible. Donc c'est bien la preuve que les 24 heures amènent du monde dans la région et font des rentrées d'argent, des rentrées de devises aussi. Or, après les 24 heures en 1984, vraiment, l'ACO va très mal. Elle a quasiment un pied dans la tombe. On se pose la question de savoir si on va pouvoir organiser les 24 heures du Mans 1985. Et cette fois-ci, les autorités locales réagissent et créent le syndicat mixte. Ce syndicat mixte, il est composé à 50% du conseil départemental de la Sarthe, à 25% de la communauté urbaine du Mans et à 25% de la région des Pays de la Loire. Et c'est ce syndicat mixte qui va sauver le circuit en prenant à sa charge les travaux qui sont nécessaires chaque année. Mais en contrepartie, l'ACO a cédé toutes ses installations au syndicat mixte pour un bail de 50 ans, tout en ayant la possibilité de les utiliser. Si les 24 heures sont bel et bien sauvées sur le plan économique, il faut maintenant les sauver sur le plan sportif. Et c'est là que va entrer en scène le second acteur de cet épisode, celui que je vous ai décrit comme un malade mourant, et c'était bien le cas, mais qui au milieu des années 80 va venir affronter les 24 heures du Mans et Porsche. Comment est-ce que, de malade mourant au tout début des années 80, ce constructeur a pu redevenir suffisamment sain pour revenir au Mans? Incroyable. Oui, incroyable. Et si cela a pu se produire, c'est grâce à un homme qui se nomme John Egan. John Egan, on lui a fait une proposition, c'est de venir sauver l'insauvable. Et il s'est dit, bah oui, c'est infaisable, donc je vais le faire. Oui, c'est logique. Il a accepté de venir diriger Jaguar au début des années 80. Fallait être un petit peu taré, hein. Je vous explique pourquoi. Jaguar, en 1980, c'est un petit peu une catastrophe en fin de vie, avec déjà un pied et 4 orteils dans la tombe. Plus personne n'y croit. Le personnel n'y croit plus depuis longtemps. Les clients n'y croient plus beaucoup. C'est normal parce que les voitures qu'ils touchent, elles sont d'une fiabilité catastrophique. Chaque jour qui passe, le déficit se creuse et il devient abyssal. On parle de 50 millions de livres annuels. C'est gigantesque pour un petit constructeur, parce que Jaguar reste un petit constructeur. Le pire dans tout ça, c'est que depuis 1966, Jaguar est nationalisé et donc sous l'influence de divers hommes politiques. Ouais, ça, c'est pas terrible, hein. En général, c'est pas bon, c'est pas simple à gérer. Jaguar a donc été placé sous la direction de British Leyland. Ce groupe de constructeurs automobiles britanniques est un petit peu trop gourmand avec Jaguar, et donc on a fait des économies sur les fournisseurs notamment, donc la qualité s'en est légèrement ressentie, très légèrement. Devant la fiabilité catastrophique de leur voiture, les clients sont furieux et l'un d'eux menace même de venir brûler sa Jaguar devant le siège de l'usine. On a connu meilleure publicité, hein, ouais, faut reconnaître, c'est pas top. Hein. Pour vous donner un exemple de la non-fiabilité des Jaguars des années 80, il y a la durite de carburant, la fameuse durite de carburant. Ouais. La première mouture fuit. Bon, c'est pas top, hein. Ouais, c'est une durite de carburant, ça peut quand même poser quelques petits problèmes d'incendie. Ouais, donc elle fuit. Il faut donc rappeler en concession 40 000 voitures, 40 000, rien que ça, pour procéder au remplacement de la durite de carburant par une nouvelle durite, qui fuit aussi. Ouais, vous avez bien entendu. La nouvelle durite choisie par Jaguar fuit toujours autant que la précédente. Et donc, la marque se retrouve dans l'obligation de demander à ses clients de cesser d'utiliser leur voiture. Tu m'étonnes qu'il a envie de la cramer sa caisse, le mec. Bref, dans ce contexte, on peut vraiment se dire que John Egan est un kamikaze qui se dit « Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. » Surtout que John, il débarque dans l'entreprise en pleine grève. Ambiance! Mais Sir John Egan, oui, Sir John Egan, parce que plus tard, il sera anobli par la reine pour la performance qu'il a accomplie avec Jaguar. Donc, Sir John Egan
va s'attaquer à tous les problèmes en même temps. Il sait qu'il n'a pas le choix, il ne peut pas prendre du temps pour lui, il faut s'attaquer à tout en même temps. Il va remettre la qualité au cœur du game, il va redonner la foi au personnel, il va redonner l'envie aux clients et en 2 ans, c'est absolument dingue, en 2 ans, la société refait à nouveau des profits. La performance, elle est juste hallucinante, hein, à tel point que Maggie Thatcher, la première ministre britannique, décidera qu'il faudra privatiser Jaguar en 1984. Bref, John Egan a retourné la situation, Jaguar est sauvé, mais maintenant, il faut le faire savoir à tout le monde. Et cela passe, bien évidemment, par la compétition. En fait, Egan, il n'a même pas attendu que ça aille vraiment mieux pour relancer des programmes. Il est en effet convaincu que le fameux dicton « Race on Sunday, sell on Monday » s'applique parfaitement à un constructeur tel que Jaguar. Donc il faut retourner en compétition. Et pour cela, il va s'appuyer sur 2 sociétés distinctes. Tout d'abord, il lui faut se relancer sur le marché américain, toujours extrêmement important pour un constructeur de voitures de sport, de voitures de luxe. Pour cela, il va s'appuyer sur la firme de Bob Tullius, le groupe 44, qui, depuis le début des années 60, fait rouler des voitures du groupe British Leyland aux USA. Équipe à la préparation très soignée et à la présentation parfaite, le groupe 44 compte déjà de nombreuses victoires en course, c'est donc le candidat idéal. On décide donc de lancer un ambitieux programme en IMSA, et pour cela on demande à Lead Extra de créer une magnifique Jaguar XJR5. Cette GTP est équipée du fameux V12 britannique. Elle apparaît au cœur de la saison 1982. Et les débuts sont un peu chaotiques, certes. Mais dès la 2e saison, la XJR5 empoche 4 victoires, dont une sur une course de 50 miles seulement, 80 km. C'est pas de l'endurance, ça, hein, pas tout à fait. Mais bref, John Egan a de quoi être vraiment content, c'est bien parti cette histoire, et ça relance Jaguar aux USA. Au même moment, John Egan se dit qu'il ne faut surtout pas négliger l'Europe. Non, ça se fait pas. Donc, il passe un contrat avec un certain Tom Walkinshaw, un patron pilote écossais, un petit peu bourru, mais diablement efficace. Egan signe donc un contrat avec l'équipe de Walkinshaw, le TWR, pour assumer l'engagement de Jaguar XJS dans le très puissant championnat européen de tourisme de l'époque. Ce n'est pas tout à fait un engagement officiel, mais en cas de succès, 30 000 livres de rente seront assurés par Jaguar à TWR. 20 000 pour une 2e place, 10 000 pour une 3e, ce sont quand même de belles primes, hein. TWR choisit ses châssis directement sur les lignes de fabrication, mais il n'engage qu'une seule voiture à l'année. Cependant, une 2e voiture arrive à partir des 24 heures de Spa. Et dès cette première saison 1983, c'est le jackpot. En fin de saison, la voiture s'arroge 4 succès, dont 2 doublés. Le cash tombe dans les poches de l'Écossais et surtout, cela déclenche un deal avec Egan, cette fois-ci TWR, ce sera bien le représentant officiel de Jaguar en championnat d'Europe de tourisme 1983. Ouais, sauf que là, la saison se passe un petit peu moins bien et une seule victoire revient dans le camp de TWR et surtout, on n'a toujours pas décroché les 24 heures de Spa. Il va clairement falloir faire mieux en 1984, d'autant que cette année-là, Jaguar va se lancer dans un programme international encore plus ambitieux. Oui, mais pour en apprendre plus sur cette implication internationale de Jaguar, eh ben, il va vous falloir revenir. Ouais, désolé. Je vous ai fait un topo très précis de la situation des 24 heures du Mans au début des années 80, de la situation de Jaguar, de son renouveau, de son implication en sport auto. Tout est paré, tout est prêt, on peut y aller, on peut attaquer la suite, on va se taper une énorme série Jaguar.